Salut à tous et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec Maxime de Rose Noire Édition. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir, enchanté tout le monde. Première fois que je passe dans cette émission et c'est un bonheur, Et, c'est un vrai bonheur. et voilà. Donc bienvenue dans l'Antre du Lutin, tu vois, c'est petit mais c'est sympa. Voilà, on n'est pas trop grand. Ouais, T'es assez grand Maxime, non? Tu te cognes pas contre le non, non, plafond, non, donc ça moi va. je suis très petit, je dois faire un peu plus d'1 m 70. Enfin, pas très petit, mais je suis petit quoi. Voilà, un peu plus d'un mètre Oui, tu es 70. dans la moyenne, arrête, arrête, c'est bien. Ah, Donc fais attention. comparé à mes potes, je suis pas non plus le plus grand, on va dire ça. Alors, fais attention aux lustres et fais attention aux bougies. Donc, on est là pour parler non pas de notre taille, mais de Transperce Neige, le jeu qui est actuellement en Kickstarter. La campagne a débuté il y a quelques temps. Elle se passe plutôt bien quand même. C'est quand même un bonheur. Je pense que ça a été une bonne surprise pour vous. Ouais, complètement. En fait, on s'attendait pas à autant d'engouement autour de la campagne. Nous, forcément, on se met des objectifs avant de lancer une campagne. On essaye un peu de timer ou en tout cas de mesurer les retours qu'on peut avoir. Donc déjà, il y a l'objectif de financement, c'est le premier truc à mesurer dans une campagne, Mhm. forcément. Et puis on essaye aussi un peu de prévoir en combien de temps on va atteindre ce palier. Donc nous on demandait 15 000 euros. Avec Nico on avait fait des paris. Moi j'avais dit bah, en 24 heures ça devrait être faisable. Lui Nico est très optimiste. Il faut forcément réaliste et un optimiste dans l'équipe. Lui Nico était très Mhm. optimiste et disait bah écoute moi je pense dans la soirée en 4-5 heures c'est faisable. Et en fait en 36 minutes on explose le palier. Enfin c'est juste dingue comme Ah, résultat. Et ça c'était très inattendu. Parce que quand tu vois l'engouement des gens à Cannes, quand tu vois l'engouement des gens sur les forums, tu te dis ok les gens sont chauds, mais est-ce qu'ils sont vraiment là au lancement? Est-ce qu'au moment de eh payer, oui, parce que c'est ça le truc, est-ce qu'au moment de payer les gens sont là? Et en fait les gens sont là et ils soutiennent et c'est super. On est super ravis. eh oui. Eh oui, donc on va parler du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais parlé rapidement la semaine dernière dans ma vidéo, très rapidement justement du lancement de la campagne. Donc un jeu de 3 à 5 joueurs, semi-coopératif. Pour ceux qui connaissent l'univers, forcément, ils se doutent que de toute façon, un jeu full coopératif, on ne peut pas le faire. Franchement, c'est quelque chose qui, pour moi, quand je le regarde, ça a l'air de coller complètement à la fameuse BD que j'ai, comme je te disais tout à l'heure, elle Ouais, trône dans ma bibliothèque, moi. magnifique. On, on y reviendra tout à l'heure. Donc du semi-coop, du 3 à 5 joueurs. Et un jeu qui a été fait par encore un Maxime, parce que tu t'appelles Maxime et il y a un autre Maxime, c'est Exactement. Maxime Artru. Voilà. Donc vous aviez vu, si j'ai bien compris, vous aviez vu son prototype, et puis bah, du coup, vous vous êtes engagé avec et vous avez fait grandir le bébé. Exactement, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que on a repris son prototype sur l'émission Prototypes de Théo Rivière. Donc, il anime un Mhm. mercredi par mois, je crois, un truc comme ça, sur sa chaîne Twitch. Théo Rivière, qui a d'ailleurs été présent dans notre live de lancement, et du coup, qu'on remercie encore une fois pour ça. Et en fait, on l'a repéré sur ce live-là. Et moi, quand j'ai vu le proto à la base, je me suis dit, ah, tiens, c'est super intéressant parce que la promesse du semi-coop, elle colle grave à la BD. Donc déjà, il y a Ouais. quelque chose qui se lie. Et puis, comment étaient évoquées les mécaniques, tout de suite, on sentait la promesse. Et donc, moi, je me suis empressé de contacter l'auteur en disant, bah écoute, j'adore ton projet, je le trouve très intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas discuter de ça? Et ensuite, de fil en aiguille, on est venu à contacter Casterman, etc., etc. Mais ça, si tu veux, on y reviendra après. Je pense que tu auras On y reviendra sûrement des après. questions autour de ça. Mais voilà pour l'histoire de base. On le repère sur l'émission Prototypes, et puis on rentre en contact, et les choses se sont faites très naturellement. Hmm. Oui, parce que c'est vrai que là, je suis parti direct dans le sujet, mais il y en a plein qui connaissent pas le jeu, qui ne connaissent pas l'univers. Donc, on va Mhm. faire un petit résumé de Transpersonnage. Qu'est-ce que c'est? Alors, la BD, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont déjà rien que de ma génération. Je suis un petit peu plus vieux que toi. Je vais dire un tout petit peu pour, voilà, Un tout petit peu. beaucoup plus. Un Ouais. chouille, un chouille, un chouille. Donc voilà, c'est une BD, un roman graphique plus qu'une BD, je dirais, qui date de 84 si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Donc avec tout comment dire, je vais pas dire tous les poncifs, mais toute la manière qui était faite à cette époque, une manière un petit peu noire, un petit peu crue parfois aussi, autant dans les images que dans les textes. Ouais, je vais peut-être pas trop en montrer parce que Casterman ne sera peut-être pas d'accord, on sait jamais. Je Ah, sais pas pour si les histoires de droit, si c'est deux trois extraits, ils seront pas tatillons là-dessus. Ne t'en fais voilà. pas. On, on verra là-dessus. Mais c'est quelque chose quand même qui est quand même une claque quand on lit la BD. Et je pense que beaucoup ont découvert Transpersonnage par le film qui a été fait par les Américains, qui s'appelle Snowpiercer.
Donc ça, je le mets de côté, on en parlera peut-être plus tard, parce que là, vraiment, le jeu que vous nous présentez est vraiment calqué complètement sur la BD. Exactement. Moi, je m'y vois. Quand je vois un petit peu les vidéos que vous avez présentées, le prototype et autres, je vois complètement la BD. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, c'est quand même un monde qui est détruit, dans lequel il y a eu un peu une apocalypse avec justement de la neige, de la glace, du froid. On ne peut plus vivre sur Terre et quelques survivants ont réussi à se réfugier dans le transperce-neige. Le transperce-neige qui n'était pas voué à ça, qui était voué plus à faire de longs voyages sans s'arrêter. C'était une nouvelle technologie, voilà. Et du fait de sa vitesse, il créait un petit peu le mouvement perpétuel et donc il créait sa propre énergie et tout à l'intérieur. Bon, donc c'est avec des wagons qui pouvaient être en autosuffisance, des wagons qui permettaient d'avoir de la nourriture, des wagons qui permettaient de faire du recyclage et ainsi de suite. Voilà. Avec cet apocalypse, certaines personnes avaient leurs billets, les riches, ils étaient plus vers l'avant. Certaines personnes sont rentrées un petit peu en forçant un peu les portes, ils se sont retrouvés à la fin du convoi dans le, comment on appelle, le tiers convoi, je crois. C'est ça. Je sais plus dans le jeu, alors dans la BD, ça s'appelle pas exactement le tiers convoi. Nous, les noms qu'on a donnés aux classes, ça a été inventé dans le jeu, mais on s'est évidemment librement inspiré de la BD. En fait, ils sont relégués dans ce qu'on appelle les wagons de queue dans la BD. On les surnomme les queutards. On trouvait que les queutards, quand tu connais pas la BD, c'est bizarre comme nom. Et donc, on a dit que le tiers convoi, c'était un peu plus sympa et puis ça évoquait peut-être plus de choses. Et en fait, ils sont relégués dans l'arrière du wagon. Et en fait, c'est des wagons qui, à la base, servent à l'entrepôt des ressources, des matériaux, etc. C'est une réserve, en fait. Et ça a été réaménagé en wagon couchette, mais un truc insalubre, comme pas possible. Oui, c'est un peu le ghetto du train. Et au fur et à mesure du train, quand on remonte le train, comme dans la BD, le héros remonte le train, on voit toute l'évolution avec l'évolution des castes. On voit donc les machineries, on voit des salons pour le bien-être aussi. Plus on va vers l'avant, ceux qui sont riches peuvent se permettre d'avoir des salons bien-être jusqu'à la locomotive de tête, en passant justement par le wagon doré. Et donc là, vous avez complètement repris le thème avec de 3 à 5 joueurs. Chaque joueur va incarner un wagon. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ça, les wagons différents, avec un petit peu leur rôle et leurs particularités? Ouais, bien sûr. Alors effectivement, comme tu le dis, chaque joueur incarne un wagon différent, donc une classe différente. Il y a 5 classes possibles dans le jeu. À 3 joueurs, on ne joue que 3 classes. À 4, on joue 4 classes. Et à 5, on joue forcément les 5 classes. Pour expliquer rapidement comment est-ce qu'on répartit quand on joue à 3 joueurs, parce que forcément, il n'y a que 3 classes dispo. En fait, on prend les actions qui sont normalement réservées aux autres classes et on les répartit dans les autres classes jouables. Donc dans les 3 classes des 3 joueurs. L'idée c'est que du coup on a les ressources uniques même à plusieurs modes de jeu, même quand on joue qu'à 3 par exemple. Et donc au niveau des classes, comment ça fonctionne? On a, comme tu disais, à l'avant du train le wagon doré. Le wagon doré, c'est les personnes qui ont acheté leur billet pour le transperce-neige. Donc en fait, c'est les Jeff Bezos et Elon Musk de la planète. Vraiment, on est là-dessus. Donc ils ont beaucoup d'argent et donc ils peuvent se permettre d'acheter leur billet à bord du train. Et en fait, c'est des personnes qui ont été aussi triées sur le volet, parce que l'idée c'est que on veut conserver de l'humanité, on ne veut conserver en fait un peu que les leaders, que les génies. On veut conserver le meilleur entre guillemets de l'humanité. Je mets des gros guillemets, meilleur de l'humanité. Selon en tout cas les concepteurs du transperce-neige. Et donc l'idée c'est qu'on les met tous, on les met à l'avant du train, parce qu'ils vont diriger le train vers l'intérieur, parce que c'est eux qui vont prendre les décisions. On va avoir des dilemmes à chaque tour et c'est eux qui vont prendre les décisions là-dessus. Mais ils vont aussi diriger le train vers l'extérieur, parce que comme ils sont à l'avant, ils voient le chemin qui arrive, et donc le chemin de fer, et c'est eux qui vont prévoir les dangers. Donc essayer de prendre les meilleurs chemins et d'éviter les accidents sur la voie. Parce que forcément, comme on est dans un monde enneigé, et que la moitié, enfin plus de la moitié en fait, voire même la totalité de l'humanité a disparu, il n'y a plus personne pour entretenir les voies. Donc c'est un peu enneigé, il y a des embûches, etc. Et donc leur but à eux, c'est justement de prévoir ces dangers. Ça c'est pour le wagon doré. Juste en dessous d'eux, il y a la centrale. La centrale, c'est une classe qui n'arrive qu'à 5 joueurs, du coup. Donc dans les autres modes de jeu, on ne la joue pas. À 5 joueurs, en fait, la centrale, elle va gérer l'énergie du train. Donc comme tu disais, le train il génère son mouvement perpétuel, et donc en fait avec l'énergie cinétique, en fait on transforme l'énergie, et donc ça permet après d'alimenter les machines du train, donc de pouvoir fabriquer des matériaux et de pouvoir cuisiner, faire de la nourriture. Et donc le but de la centrale, c'est justement de fabriquer cette énergie là. Donc en utilisant l'énergie du train, la centrale elle va pouvoir créer de la ressource qui est la ressource énergie dans le jeu, et elle va pouvoir l'échanger aux autres joueurs et négocier avec ça.
Ensuite, en dessous, on a la machinerie. La machinerie, elle arrive à 4 et 5 joueurs, du coup. Et la machinerie, son but, c'est de fabriquer des matériaux. Les matériaux dans le jeu, c'est ultra important et c'est essentiel à la survie du train parce que c'est ce qui permet d'améliorer ses wagons. Dans le jeu, on a une grosse mécanique qui est l'amélioration des wagons. En fait, notre plateau joueur, il est constitué de 4 wagons. Et ces wagons-là, ils dépendent des actions qu'on a en main. Et donc, en améliorant ton wagon, en fait, tu vas booster tes actions. Donc, par exemple, tu joues l'action, je sais pas, voler des ressources. Si ton wagon il est niveau 1, ben en fait tu ne voleras qu'une ressource à ce tour. Par contre, si ton wagon il est niveau max, eh ben en fait pour la même action voler des ressources, tu pourras voler 5 ressources d'un coup. En fait, tu vas booster tes actions en améliorant tes wagons. Ça permet aussi d'améliorer ton wagon d'isolation et en fait qui représente ta résistance au froid parce que tu vas aussi subir le froid dans le jeu et pouvoir perdre potentiellement des passagers. Ça c'est pour la machinerie. Ensuite, on descend à la serre. On descend à la serre. La serre, ça se joue à tous les modes de jeu. Et en fait, c'est ceux qui sont aux cuisines. Et donc, c'est ceux qui font la nourriture. La nourriture aussi, c'est essentiel parce que chaque tour, on va devoir nourrir ses passagers. Et donc, sans nourriture, c'est terminé pour les passagers. Et donc, leur but, ça va être justement de cuisiner, donc de fabriquer cette nourriture pour pouvoir nourrir tous les joueurs. Ils ont forcément une ressource qui est là aussi essentielle parce que, en fait, sans nourriture, on ne survit pas. Et donc, les autres joueurs vont devoir négocier avec lui. Enfin, on descend au tiers convoi. Donc le tiers convoi, c'est un peu les relégués à l'arrière, c'est les queutards, c'est malheureusement ceux qui n'ont pas pu avoir la place dorée, mais ils ne sont pas pour autant inutiles. Parce qu'en fait, le tiers convoi, comme ils sont à l'arrière du train, ils sont au four et donc au moteur, et en fait, ils gèrent la vitesse du transperce-neige. Et donc dans le jeu, on a aussi une mécanique de gestion de vitesse, où en fait, avec un plateau central, on va pouvoir déplacer un plateau amovible qui va révéler certaines valeurs, et en fait, ça va représenter la vitesse du train, et selon la vitesse, tu vas produire plus d'énergie, tu vas aller plus vite sur le chemin de fer, mais aussi tu vas potentiellement moins mourir de froid, parce que du coup il fait plus chaud, donc c'est plus agréable de survivre. Et donc leur but c'est de faire accélérer le train le plus vite possible, enfin en tout cas de gérer la vitesse du train, pour ne pas mourir de froid, ne pas s'arrêter, etc. Mais attention, parce que s'ils vont trop vite, le joueur en wagon doré il n'aura pas le temps de prévoir les dangers sur les chemins de fer, sur la route à suivre. Et donc leur but c'est essayer un peu de jauger tout ça. Ils ont aussi une autre ressource une autre action qui est unique, c'est le distiller de l'alcool. L'alcool c'est aussi essentiel parce que l'alcool ça permet d'une part... Oui vas-y, donc tu voulais dire un truc ? C'est essentiel, c'est essentiel. C'est ça. On peut pas le dire, pas d'abus. Pas d'abus chez vous, ce n'est qu'une BD et qu'un jeu. Exactement. Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des ressources existantes serait purement fortuite. L'éditeur et l'auteur déclinent toute responsabilité en cas d'abus. Mais l'idée, c'est que du coup, l'alcool dans le jeu, c'est du coup une ressource ultra importante parce que d'une part, ça permet de sauver des passagers du froid. Si tu dois perdre un passager à cause du froid, tu dépenses un alcool et en fait tu le sauves. Parce que c'est connu, l'alcool réchauffe les cœurs. Mais ça permet aussi autre chose à l'alcool. Ça permet aux joueurs en wagon doré d'organiser des banquets. Les banquets, en fait, c'est une carte action qu'il a. Chaque joueur a un deck de cartes uniques et des actions qu'il va pouvoir réaliser à chaque tour. Et en fait, son action organiser un banquet, ça lui permet de gagner de l'influence. Donc en gros, il dépense de l'alcool et de la nourriture, il joue son action et il gagne de l'influence. Et l'influence, c'est les points de victoire du jeu. Mais ça, à la limite, si tu veux, on y reviendra après sur les conditions. Non, mais... on fait la bonne transition. On peut y revenir. C'est la bonne transition. On peut en parler tout de suite carrément, parce que c'est vrai que maintenant que tu as présenté ces 5 possibilités de wagons avec chacun des mécaniques différentes, avec des ressources différentes, mais on voit bien qu'il y a de l'interaction, qu'ils ont chacun besoin les uns des autres. Voilà, c'est vraiment le semi-coop par excellence. On a tous besoin des autres, mais on va quand même aller parfois les voler. Parfois, on pourra faire des révoltes aussi. On y reviendra peut-être tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose de spécial. Ça bouge autour de la table, si j'ai bien compris. Exactement, mais ça, effectivement, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. On reste quand même sur notre truc là. Mince, je sais plus où j'y étais. Oui, de l'interaction, des ressources, vraiment du semi-coopératif parce qu'on a tous besoin des uns des autres, mais quand même on va faire des coups de petits saligots, voilà, pour ne pas aller autrement. Et tout ça pour, à la fin, si on survit avec le transperce-neige, on a une piste d'influence, effectivement. C'est ça. Que tu peux faire avancer donc ton wagon sur cette piste d'influence suivant tes actions, suivant tes decks et suivant des objectifs. Exactement. Alors en fait, c'est pas le terme que vous avez utilisé, objectif, je sais plus le terme. Si, c'est le terme qu'on a. Oui, c'est ça. C'est le terme que vous avez utilisé. Exactement. Alors c'est pour l'instant celui qui est là, mais ça va évoluer. Mais si tu veux, j'en parlerai après. Mais l'idée, c'est comme tu disais, en fait, on va avoir une piste d'influence et chaque joueur aura son marqueur qui le représente et va pouvoir avancer sur cette piste. Si on réussit tous à survivre, le joueur qui aura acquis le plus d'influence à la fin de la partie, il a gagné la partie. Parce que l'idée, c'est qu'en gros, si on arrive à survivre, j'ai fait bouger le micro, j'espère que ça n'a pas fait de
fait d'interférence. On est tous sourds. On est tous sourds. Donc ce que je te disais justement, c'est qu'on a cette piste d'influence, et donc le joueur qui aura le plus d'influence à la fin de la partie remporte la partie. L'idée c'est que en fait si on arrive à survivre, les passages du train ils se disent mais attends, si on arrive à survivre c'est forcément grâce à quelqu'un, une lumière, quelqu'un qui a su nous guider et prendre les bons choix, et donc c'est le joueur qui a le plus d'influence parce qu'il aura réussi à acquérir tout le monde à sa cause. Et donc pour gagner de l'influence, il faut soit être en wagon doré et donc organiser des banquets, donc avoir besoin de l'alcool et de la nourriture, et là on a besoin des autres joueurs aussi. Il faut qu'ils nous en filent. On peut leur en voler et les taxer, mais ça dépendra de vous. Et ensuite, on peut réaliser des objectifs. Donc en fait, chaque joueur, pas seulement le wagon doré, mais chaque joueur aura des cartes objectifs qu'il pourra réaliser au cours de la partie. Et en fait, c'est des objectifs tout simples. Réaliser tant de nourriture, voler tant de ressources dans un tour, etc. Enfin, c'est les objectifs qu'on peut retrouver dans les jeux, des trucs qui sont très globaux sur ce jeu-là. Et en fait, ces objectifs-là, ils vont nous permettre de gagner de l'influence dans la partie. Et donc, ça permet de monter. Les objectifs, c'est ce qu'on a ajouté en dernier sur le jeu. On l'a ajouté après Salon Octogone, si je te dis pas de bêtises. Donc il y a quelques mois de ça, et en fait c'est la fonctionnalité, enfin la mécanique qui va évoluer dans le développement, parce que le jeu il est pas terminé, il est quasiment terminé, on est à 90% du développement du jeu, et ces 10% restants on va consacrer beaucoup de temps après la campagne pour les peaufiner, et les objectifs ça en fait partie, ça va beaucoup évoluer, et on a déjà des idées et des solutions pour pouvoir encore plus les améliorer, parce qu'actuellement en fait ils sont beaucoup trop difficiles et rapportent trop peu d'influence, et donc on est conscient de ces soucis-là, et on l'assume, et justement on les présente aujourd'hui, et l'idée c'est qu'on va retravailler dessus. Voilà. D'accord, bon, bah, il reste que du balancement, bah, c'est normal ça. Pour un projet de cette taille, c'est normal. Exactement. C'est du balancement à force de festival que vous avez fait, à force de tests, vous voyez un petit peu là où ça pêche, et puis déjà vous avez rajouté cet objectif, et maintenant bon, bah, il faut balancer. Exactement, parce qu'avant justement il n'y avait pas les objectifs, et en fait on se rendait compte que la seule façon de gagner c'était d'aller en wagon doré, mais du coup c'était très linéaire dans le jeu, et on se disait mince, il manque de quelque chose, et ces objectifs-là, ça permet de contrebalancer. Il y a toujours la meilleure façon de gagner qui est de prendre la place du wagon doré. Enfin, en tout cas, c'est pas la meilleure, mais c'est une bonne façon de gagner parce que ça permet d'en gagner presque un peu plus facilement. Mais les objectifs, ça contrebalance et ça permet de te dire, ok, je peux avoir plusieurs strates dans la partie. Si à un moment, j'ai pas réussi à aller en wagon doré parce qu'il m'a brûlé mes rebelles, parce qu'on peut brûler les rebelles dans le jeu, eh ben, je peux essayer quand même de grappiller quelques points d'influence. On a une idée aussi avec Max, donc qui est l'auteur du jeu, on a une idée qui était plutôt cool. C'était que au lieu de gagner de l'influence, en fait, tu en voles à un joueur de l'influence. Et donc, c'est intéressant parce que tu te dis un joueur qui a beaucoup d'avance, par exemple celui en wagon doré qui a beaucoup d'avance, ben en fait, tu vas lui voler l'influence et donc tu lui en fais perdre et toi t'en gagnes. Et donc, ça permet aussi de contrebalancer la piste. Et en termes de semi-coop, ça c'est formidable comme mécanique. Oui, ou plutôt que de lui voler, thématiquement, plus faire des fausses informations pour lui faire perdre son influence. Ouais. Moi, je le vois plus comme ça, thématiquement. Voilà. Tu fais passer avoir du sabotage, c'est ça. Exactement. Ah ben, tu vois, ça colle parfaitement à l'esprit de la BD, c'est magnifique quand même tout ce que vous nous présentez, et donc du coup on peut prendre la place du wagon doré, donc c'est un peu le principe de révolte, et du coup on tourne autour de la table, tu piques la place de quelqu'un. Exactement, en fait dans la BD il y a une vraie notion de révolte, donc les passagers du tiers-convoi, comme ils en peuvent plus de leurs conditions de vie, ils commencent un peu à se chauffer. Ce qu'on a aujourd'hui, là on enregistre, il est jeudi, là à Marseille sur le Vieux-Port c'est... Wow, c'est tendu. Et donc, moi j'ai failli arriver en retard justement parce que voilà. il y avait du monde. Oui. Il y avait du monde. C'est un peu la même idée. Là, il y a eu un 49.3 dans le train, et donc tu as la CGT qui est au tiers-convoi, et ils sont là en mode bon, on n'en peut plus. Là, au bout d'un moment, laissez-nous tranquille. Et donc, l'idée, c'est que si tu as acquis assez de points de rébellion dans le jeu, donc pour acquérir des points de rébellion, tu te fais soit oppresser par des classes supérieures, tu as les actions pour oppresser, et donc le joueur qui se fait oppresser gagne de la rébellion. Donc, soit comme ça. Soit tu as une carte qui est complotée, et tu peux du coup comploter dans ton coin pour gagner de la rébellion. Et une fois que tu as assez de points de rébellion, donc pour l'instant c'est 20 points de rébellion dans le jeu, tu peux utiliser l'action se révolter. Et à ce moment-là, tu désignes un joueur qui est dans une classe au-dessus de toi, et tu dis bah toi tu te lèves, et puis je vais aller prendre ta place. Et donc ça se matérialise super bien visuellement, parce que tu as vraiment les deux joueurs qui se lèvent et qui vont s'asseoir. Alors pour les feignants, tu peux échanger les plateaux, et les plateaux et les niveaux des wagons associés. Les niveaux. Voilà, les niveaux associés, donc juste tu échanges les plateaux, ça peut être plus simple effectivement, mais c'est quand même marrant de se lever et d'aller prendre la place. Oui. Et si en plus tu veux lier le truc plus thématiquement, tu prends 5 chaises différentes et tu vas de la moins confortable à la plus confortable, tu vois. Genre le wagon doré, il a le fauteuil de roi,
Et le tiers convoi, tu le mets, tu vois les vieilles chaises qu'on avait à l'école, les trucs vraiment en bois Ah oui. explosés. Voilà. Le truc, t'en peux plus, là. T'en peux plus. Bah, limite, tu lui mets même un tabouret en bois, quoi. Ah ouais, Le même, tabouret, c'est même encore pas. pire, t'as même pas de dossier, quoi. Voilà, avec un clou qui dépasse. Et à toi de te révolter, Ah, sinon, sinon ça va être compliqué pour toi. tu deviens sadique quand même. Là, c'est sadique. Je rappelle qu'on décline toute responsabilité. Hein. Voilà. Non mais c'est bien, ça fait vraiment, ça fait envie ce que tu nous présentes là, ce que vous nous présentez tous. Moi connaissant la BD depuis longtemps, comme je l'ai dit, moi je connaissais pas la BD à l'origine, j'étais passé par le film, effectivement Oui. comme beaucoup, hein, vraiment. La BD m'a scotché. Ouais. Parce que c'est quand même une fresque humaine et une critique aussi, parce qu'on a tous besoin les uns des autres, c'est bien écrit, Ouais. et quel que soit justement dans la strate et la sphère où on est, et ça a l'air de bien se représenter dans le jeu, c'est ça qui me plaît énormément. Exactement. Euh, D'ailleurs, la BD, comment ça s'est passé côté droit du coup vous avez réussi en présentant le projet auprès de Casterman à avoir ses droits, ça a été? Alors, au niveau de la gestion des droits, ça s'est fait en fait assez facilement. Même ça, on s'y attendait pas. Pour nous, en fait, quand tu vas faire du licensing, on s'attend à ce que ça soit 40 000 validations avec des contrats à ne plus en pouvoir. Ben, en fait, ça s'est fait assez facilement parce que c'est des personnes qu'on embrasse déjà, Casterman, avant toute chose. Ce sont des personnes qui sont très à l'écoute. Il faut savoir que le jeu de société, c'est pas du tout leur milieu. Il y a eu quelques adaptations de leur licence. Il y a eu 2-3 adaptations sur Tintin, par exemple. Jamais sur Transperce Neige, du coup. Mais après, ils sont pas vraiment familiers avec ce milieu-là. Et nous on arrive, on dit bah voilà, nous on est éditeur de jeux, déjà ils connaissent pas forcément le truc. On dit on va faire une campagne Kickstarter, alors là ils connaissent encore moins. Alors là, Voilà. les gros yeux là. C'est les gros yeux, c'est d'accord, une campagne Kickstarter, ok d'accord, pourquoi pas. Et nous on est là, voilà, on est sur un jeu expert semi-coopératif asymétrique. Alors là forcément tu perds la moitié des personnes. Et pourtant, ils ont été très à l'écoute, ils ont compris nos problématiques et ils ont dit bah en vrai sur le papier ça a l'air cool. Après, on a aussi réussi à vendre le truc, c'était aussi notre rôle en tant qu'éditeur de vendre le projet. Mais on a réussi à leur faire comprendre comment fonctionnait le jeu, pourquoi est-ce que thématiquement c'était lié, pourquoi est-ce qu'on respectait l'univers de la BD. Ce qui est cool, c'est que le jeu, en fait, c'est pas une commande. C'est pas genre, ah, on a le droit pour telle licence, auteur, fais-nous ça. Tu vois, c'est pas un projet comme ça. C'est un projet où à la base, Max, il est fan de la BD et il s'est dit, je veux faire un truc à partir de cette BD et je veux que ça soit lié. Et donc, on avait Et c'est aussi... ça quand on... Ouais, Et c'est ça, ça transpire. Ça transpire complètement. On voit que ça. ça vient de fans. C'est ça qui est bien et ça a dû les accrocher, effectivement. Ça. Oui, c'est ça qui les a accrochés, c'est qu'ils ont senti qu'on n'était pas là juste pour le business, même s'il faut qu'on vende des jeux, en fait, on n'était pas là que pour le business. On était surtout là en tant que passionnés et en mode, ben, en fait, on adore l'univers, on a envie de faire quelque chose avec et on a envie que les gens se régalent. Et donc, ils ont compris nos problématiques là-dessus. Ils nous ont fait confiance pour le Kickstarter, parce que c'est compliqué de filer des droits à un jeu qui pourrait potentiellement ne pas se lancer, parce que si le Kickstarter ne finançait pas, bah, en fait, on n'aurait pas pu lancer le projet. Et donc, ils nous ont aussi fait confiance là-dessus. On a eu la validation de Casterman, de Jean-Marc Rochette, qui est l'illustrateur de la BD, des ayants droit de Jacques Loeb, parce qu'il nous a quittés il y a bien longtemps, dans les années 90. Et du coup, bah, on a eu en fait une sorte d'engouement du côté de Casterman et tous les partenaires de Casterman, un engouement global sur le projet qui nous a rassurés en se disant bah ok, ça veut dire qu'on fait les bonnes choses, ils sont contents d'avoir ça et on a pu avancer rapidement. Et en fait en termes de timing, à partir du moment où j'ai envoyé le premier mail à Casterman jusqu'au moment où en fait ils nous ont envoyé un go, il a dû s'écouler je pense quelques semaines, même pas quelques semaines. Parce qu'en fait on a contacté Casterman genre un mois avant Cannes de l'année dernière. Ah et oui. donc, ouais. Nous, on les a contactés à ce moment-là, on leur dit voilà, on a cet auteur, on a ce projet, on a envie de faire un truc. Donc, on a fait 2-3 réunions, 2-3 visios, parce qu'ils sont à Bruxelles et Paris, donc c'était un peu plus compliqué pour nous. Et on a fait 2-3 réunions, présenté le projet, ils ont un engouement. Nous, on leur dit voilà, on est à Cannes dans quelques semaines. Est-ce que ça vous dérange si on emmène l'auteur avec son proto pour qu'il le présente, pour voir l'engouement en salon? Ils nous disent bah non, aucun problème. Alors qu'on n'avait rien signé. Hein. Donc en fait. Rien que là-dessus, ils sont cool. Hein. Oui, franchement. Ah oui, ils sont extrêmement cool. Parce que nous, on arrive en mode on va venir avec votre licence, présenter un proto, un truc même pas fini, et on n'a rien signé. Et ils étaient en mode bah oui, allez-y. Et eux, c'était aussi une manière de les rassurer. Parce qu'ils se sont dit, ben ok, ça nous rassure, parce qu'au moins, on verra qu'il y aura de l'engouement et que c'est pas un truc, un projet qui sort de nulle part et qui est un pétard mouillé.
Et donc, on arrive à Cannes, donc on appelle en fait Max, l'auteur du jeu, on lui dit bah voilà, dans moins d'un mois il y a Cannes, tu viens avec nous. Voilà, donc lui, bah, il est super content parce que ce sera son premier Cannes en tant qu'auteur dans un stand de maison d'édition. Donc il est super content de ça et nous on était contents de l'amener avec nous. Donc il vient présenter le jeu. Et là il y a Sophie qu'on embrasse, qui est notre référente chez Casterman, la personne avec qui on dialogue. Sophie et Bérangère, c'est 2 personnes avec qui on communique chez Casterman. Et en fait, Sophie qui vient par surprise à Cannes, qui nous fait une surprise et qui vient voir le projet. Et donc, nous, ça nous fait trop plaisir parce qu'elle a fait l'effort de venir, elle a fait l'effort de s'intéresser au projet, elle a pris son billet un peu en toute hâte pour venir à Cannes. Alors évidemment, elle venait pour nous, mais aussi pour repérer un peu ce qui se passait dans le milieu, parce que c'est intéressant pour elle, évidemment, en tant qu'éditrice de BD. Mais du coup, elle nous a fait... Ça a peut-être alerté effectivement aussi, parce que vu qu'ils sont pas dans le domaine, Ouais. ça leur a peut-être ouvert une brèche et ils se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Non pas que pour cette licence, peut-être que ça va leur ouvrir des brèches pour d'autres licences après. Eh ben, on espère pour eux surtout. On espère pour eux que justement ils aient pu repérer des maisons d'édition ou des gens qui travaillent, qui peuvent être intéressés par leur projet. Alors je sais pas du tout si elle a eu d'autres rendez-vous ou quoi, je sais juste que nous elle est passée sur le stand lors de la journée presse et elle est repassée le lendemain parce que nous à la journée pro, donc le jeudi, il n'y avait pas l'auteur. On lui a dit bah, l'auteur est là demain matin à partir du vendredi, il sera là que le lendemain, et elle est revenue le lendemain pour aller rencontrer l'auteur aussi. Donc il y a une vraie volonté de leur part de s'impliquer dans le projet, de valider aussi, parce qu'on va utiliser quand même leur licence, donc c'est pas rien. C'est normal. Mais en tout cas, il y avait un vrai engouement de la part de Casterman, et c'est des partenaires formidables sur ce projet, parce que en fait, tous les choix qu'on fait, ils les ont validés, ils ont toujours été très enthousiastes, ils n'ont pas été sur notre dos tout le temps. En fait, les validations qu'ils demandaient, si je peux te donner un peu en détail ce qu'ils demandent comme validation. Alors, c'est pas pareil pour tout le licensing, hein. Je pense pas que tous les licencieurs, ça se dit comme ça? Licencieurs Alors là, j'en ai aucune idée. En tout cas, les personnes qui donnent des licences, on va dire ça. Voilà. Je pense pas que ce soit le cas pour tous, mais pour nous, dans notre cas, en fait, ils voulaient valider le contenu du jeu. Donc le contenu visuel, narratif, etc. Les mécaniques, c'est pas leur domaine d'expertise, donc ils n'allaient pas forcément valider ça. Après, si on leur disait bon ben on fait un party game où le but c'est de mémoriser des classes et de faire des trucs face cachée de classes, enfin tu vois, si c'était un Zasnotoat, bien que j'adore ce jeu, un Zasnotoat transpersonnage, ça aurait été bizarre. Voilà, ça aurait été un peu bizarre. Ouais, je crois que t'aurais pas eu de rappel peut-être. Je pense qu'ils nous auraient dit bon, vous êtes sûr, mais sans forcément valider, juste en mode vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que ça peut marcher? Juste pour nous. Juste, ils nous auraient dit ça pour nous. Mais oui, effectivement, il y avait aussi toute une logique de mécanique derrière qui était thématiquement liée. Et en fait, en voyant le contenu visuel du jeu et le matériel, ils ont dit bah ça colle parfaitement. La façon dont ils réutilisent les illustrations, parce que c'était surtout ça aussi qui s'intéressait, c'est la façon dont réutiliser les illustrations. Ils ont dit bah en fait ça rend hommage à la BD, donc tout est super, let's go quoi, feu. Oui, parce que côté illustration, c'est vrai que ça reste quelque chose qui fait sobre sur la table, mais justement avec ces illustrations qui sont justement sur toutes les cartes, surtout dans les decks, quoi. Mais sinon, il n'y a pas énormément non plus d'illustrations, et moi j'aime bien ce côté un petit peu justement brut, parce que c'est l'esprit de la BD, quoi. C'est du brut, c'est du brut de fonderie, c'est génial, quoi. Exactement, et comme la BD en plus est en noir et blanc, nous on a voulu conserver ce style noir et blanc dans quasiment toutes les illustrations. Il faut savoir que nous en fait, avec la licence Transpersonnage, on avait aussi le droit d'utiliser toutes les illustrations de la BD. Alors du tome 1, je précise, parce que les autres tomes, c'est les autres auteurs, et donc c'est un peu plus compliqué. Nous, pour l'instant, on voulait faire que le tome 1. Et surtout que le style graphique évolue entre le tome 1 et le tome 2. Exactement. Et donc nous, on n'a que le style graphique du tome 1, donc on a toutes les illus du tome 1, ce qui est merveilleux. Et comme la BD est en noir et blanc, on s'est dit mais en fait on veut conserver cette atmosphère noir et blanc dans le jeu parce que c'est un vrai cachet, c'est un parti pris de DA qu'on assume à 100%, et du coup les petites touches de couleur elles sont là présentes uniquement en termes de gameplay. En fait là où il y a de la couleur c'est parce que c'est important pour le gameplay et que mécaniquement ça se ressent. Du coup c'est pour ça que c'est très élégant, parce qu'en fait t'as 2-3 petites touches de couleur. Et en fait, là où elles sont présentes, tu les vois. Donc c'est pour ça qu'en termes de gameplay, ça ressort mieux. Mais l'atmosphère noir et blanc, on voulait la conserver. Faut savoir que en termes des plateaux, donc plateau central et plateau joueur, le design va évoluer là aussi. Le jeu, il a effectivement encore un petit peu de temps de dev en termes de gameplay, mais aussi en termes de visuel. Donc il faut qu'on le fasse un petit peu évoluer là-dessus pour l'étoffer. Et donc, on va proposer aussi... pas une V2 parce que ça va conserver la même idée, mais on va étoffer le contenu des plateaux en termes d'illustration pour qu'il y ait un peu plus quand même de contraste noir et blanc, parce que là c'est quand même très très blanc. Et donc pour qu'il y ait un peu plus de contraste, on va rajouter des illus sur les plateaux pour que ça soit encore plus étoffé, mais qu'on garde quand même ce truc un peu noir et blanc, un peu
cette tension un peu anxiogène du train, Mm. et en même temps, sur le plateau central, avoir cette immensité, tu vois, où tu sens que c'est le vide autour de toi, et qu'en fait, on est dans le train, et qu'il y a le train et rien d'autre. Ouais, ouais, ouais. L'immensité, le mouvement perpétuel et C'est la ça, neige jusqu'à la fin de l'horizon. c'est ça. Et justement, oui, il y avait peut-être certaines personnes, justement, quand ils viennent effectivement sur le Kickstarter et qui connaissent Ouais, pas forcément l'univers, c'est vrai que moi j'ai dit que le brut de fonderie ça me plaisait, mais peut-être que effectivement il y a certaines personnes, vous avez peut-être eu des retours, ça fait ouais. peut-être un petit peu nu, donc effectivement, rehausser ça avec quelques élus en plus, ce sera peut-être pas mal du tout, effectivement, c'est bien. Là, on a fait un tour un peu complet. Après, où est-ce qu'on va? Parce que là, ça reste un Kickstarter Mhm. français, en français. Bien sûr. Peut-être que ça va vous ouvrir des brèches après Ouais. pour peut-être voir à l'international ensuite. Parce qu'après, c'est toujours des histoires de droit. Donc, alors, avec Casterman, il n'y a pas de problème. Mais vu que la licence a été expatriée avec une vente des droits pour faire justement le Snowpiercer en film, voilà. Oui, Là, maintenant, c'est ça. C'est que ça va être votre carte de c'est visite. exactement, c'est carrément. Bah, ça tombe bien que tu sortes carte de visite parce que c'est littéralement le mot qu'on sort nous pour qualifier ce projet. Donc c'est cool que tu l'aies identifié, que tu la sortes de toi-même. Félicitations. Non, en fait, Merci. nous l'idée c'est que effectivement en termes de droit, on a le droit sur la BD Transperce-Neige et le non Transperce-Neige. Maintenant, le non Snowpiercer, il n'appartient pas forcément à Casterman et il appartient du coup au studio de cinéma, etc. Et donc, nous on s'est dit, bah ok, si on fait la première campagne en multilingue, ça va être super, parce que bah, en fait on aura plein de monde et que le projet aura encore plus d'engouement. Le problème c'est que, va voir les Américains en leur disant, on n'a rien lancé, le projet on sait même pas s'il sera financé, enfin voilà. C'est pas la même chose. C'est peut-être pas la même chose. Vous n'êtes pas assez bankable. On C'est est pas, voilà, c'est- on n'est pas assez bankable. Et surtout, ils parlent beaucoup plus en chiffres. C'est pas péjoratif, c'est juste une Hmm. réalité. Ils sont beaucoup plus business et ils ont raison parce que eux, en termes de chiffres, c'est 20 fois supérieur à nous. Nous, on est en fait une petite industrie comparé à eux. Hmm. Et donc, on s'est dit, ok, on va faire la campagne franco-français. Déjà, ça nous enlève des problèmes de gestion, de traduction et tout ce que tu veux. Ça nous enlève une épine du pied en termes de communication, parce que nous, le marché français, on le connaît, mais le marché américain, on le connaît pas. Donc il aurait fallu engranger des frais encore plus importants pour la campagne. Et en fait, ça aurait pas été une campagne de financement, mais ça aurait été une prévente, parce que en fait, on aurait été obligé de faire ça. Alors que là, on est sur une vraie campagne de financement. C'est qu'en fait, il faut que le projet soit financé pour qu'il soit lancé. Heureusement, c'est financé et le projet va se lancer, mais on était sur un vrai truc de financement. Mais on pourrait revenir après là-dessus aussi, si tu veux, sur les stretch goals, etc. Parce que on a voulu l'amener d'une façon un peu différente. Et du coup, en termes de droit, voilà, c'était un peu plus compliqué à gérer. Donc on s'est dit, comme tu disais, on fait tout en français, on l'assume. Tant pis si c'est pas la plus grosse campagne que KS aura de tous les temps. Mais c'est pas grave, parce que nous, ça nous permet de lancer le projet en français et donc d'avoir une première vie pour le jeu. Et comme tu disais, c'est la carte de visite. C'est que nous, on va pouvoir voir les Américains et dire, voilà, avec ce marché français qui est quand même assez restreint, on a réussi à faire tant de backers, tant de chiffres, tant de financement. Et donc maintenant, on va pouvoir discuter pour avoir les droits sur Snowpiercer. Et déjà, ça penche dans la balance. Parce que déjà, ça les rassure en disant, ok, c'est un projet qui est intéressé, même si eux, à leur échelle, si on arrive à 1000 backers, eux, à leur échelle, c'est rien, tu vois. Mais pour le marché français, c'est quand même pas mal. Et donc ça nous permet voilà, d'aller les voir, d'aller les draguer avec un peu plus de contenu. Mhm. Ah oui, non, mais c'est complètement cohérent. Et si tu veux parler un petit peu du Kickstarter et justement des paliers, des stretch goals et autres, moi, vas-y, vas-y. Ah De quoi bah veux-tu ok. nous parler? Ah bah let's go. Parce que Alors, déjà, ouais, est-ce que vas-y, tu veux dis-moi. parler des versions? Ouais. Parce que j'ai pas abordé le sujet parce que pour moi c'est un peu un sujet poil à gratter, Mhm. le sujet poil à gratter du mode de joueur. Ouais. Voilà. Parce que bah, je l'ai déjà dit dans ma vidéo la dernière fois, Mhm. moi c'est pareil, alors je suis encore pire, je suis un joueur solo. Ok. Ok, deux joueurs en couple, parfait. Mhm. Mais ça s'y prête pas pour moi. Pour moi, c'est presque le mode de joueur que vous proposez dans la version de luxe. Pour moi, je pense qu'il y a des gens qui vont être un petit peu «Oh, mais pourquoi le mode de deux joueurs, il n'est pas de base et autres?» Et je veux justement arrêter ça. Je donne mon avis. Mhm. C'est le mien, Vas-y. hein, à moi que j'ai. C'est que le jeu s'y prête pas. C'est Mhm. vraiment un jeu, plus tu es, plus tu vas t'éclater. Pour justement avoir cet esprit de félonie d'un côté, de ressources que tu vas échanger, de possibilités de révolte, je pense qu'effectivement, de 3 à 5 joueurs, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Mhm. Donc je voulais embarquer un peu là-dessus. On n'est pas forcément obligé d'en parler, mais c'est un choix. Vous avez quand même ouvert pour qu'il y ait un mode 2 joueurs.
Donc très bien, mais je pense que ça s'y prête pas forcément. Je voulais quand même. Tu vas pas me dire que c'est pas bon le mode de joueur, c'est pas ton rôle. Oui, Mais je voulais quand même ton ressenti. Je pense que bien tu as un sûr. peu le même sentiment que moi. En fait, ouais, nous on peut en parler parce qu'on est totalement transparent dessus et on a déjà discuté justement. En gros, le mode de joueur, il faut savoir que c'est une extension. Donc c'est du contenu en plus. C'est pas inhérent au gameplay du jeu. Mm. Le mode de joueur, ça vient pas de nous, ça vient de Max à la base. C'est lui qui a bossé sur ce mode-là. Je ne pense pas qu'on l'aurait proposé si ça venait de notre part, parce que ça aurait pas été naturel en termes de travail d'auteur. Donc c'est lui qui l'a développé pour pouvoir dire ok, je veux quand même proposer le jeu à partir de 2 parce que en termes de marché blablabla. Il avait développé avant qu'on le rencontre parce qu'il s'est dit effectivement pour séduire des éditeurs il faudrait commencer à 2. Nous on lui a dit alors le jeu ça sera un 3 à 5. Nous on lui a dit ce sera à 3 à 5 et on l'assume et c'est comme ça. Et tant pis si on se ferme aux 2 joueurs. Et en fait, c'est en réfléchissant sur le contenu à proposer sur la campagne qu'on s'est dit, bah, ce mode de joueur, il est là, il fonctionne. Alors, pour te briefer rapidement comment il fonctionne, en gros, tu as un joueur qui va jouer le tir convoi, l'autre qui va jouer le wagon doré, et au milieu, tu auras la classe tampon. En fait, c'est la classe moyenne, c'est les ouvriers du train. Et en fait, il va falloir que tu négocies avec eux, et toujours aussi jouer avec le joueur en wagon doré, et que tu négocies avec la classe moyenne pour pouvoir obtenir les ressources. La classe moyenne pourra pas t'aider ou pas, parce qu'elle n'est pas autonome, c'est un Oui. automa, mais voilà, elle n'est pas autonome. Mais en gros, l'idée, c'est que tu vas pouvoir jouer avec elle, et donc elle fait vraiment tampon entre le wagon doré et le tiers convoi, et donc c'est à toi de voir si tu veux transformer cette zone en zone d'échange ou en no man's land, où vraiment au milieu c'est le chaos, tu vois. Et donc ce mode là il est pas inintéressant, loin de là, c'est pour ça qu'on le propose, mais comme tu disais c'est pas la promesse de base du jeu. C'est pas, en tout cas, le jeu n'a pas été construit pour du 2 joueurs à la base. Max est en train de bosser de son côté, rien n'est officiel, mais de son côté, il bosse sur une version duel du jeu, parce que c'est un auteur et qu'il adore créer. Et nous, on lui a dit, bah en vrai, vas-y, pourquoi pas pour l'avenir, ça peut être cool. Donc ça, on verra à l'avenir, rien n'est officiel et c'est absolument pas pour tout de suite. Mais du coup, ce mode de joueur, on s'est dit, bah en fait, proposons-le, parce que il y a toujours des gens qui seront ok de l'avoir et à qui ça conviendra. On ne voulait pas par contre le faire payer, parce que on s'est dit comme c'est pas la promesse de base, on va pas faire payer pour un truc qui n'est pas la promesse de base. Donc c'est pour ça qu'il est offert. Et pourquoi il est offert que dans la Deluxe? C'est parce qu'il ajoute beaucoup plus de matos que l'extension de base qui est le dernier voyage, qui est l'extension pour tous les backers. Comme ça ajoute beaucoup plus de matos, en termes de budget, c'était impossible pour nous de l'offrir à la version de base. Et donc on s'est dit, bah, ok, offert Deluxe. De toute façon, tu regardes sur la campagne, tu compares les pledges, en fait, tout le monde prend la Deluxe parce que c'est une campagne KS. Donc désolé pour les backers de base, il n'y est pas pour la de base, mais j'espère que vous comprenez pourquoi. Ouais. Oui, mais ils ont quand même une extension. Comme tu le disais, il y a aussi une autre extension qui rajoute du bonheur, franchement, qui rajoute quand même du contenu, et elle y est pour tous les pledges. Oui, c'est ça, elle y est pour tous les pledges. Voilà. Et donc pour finir justement sur la 2 joueurs, voilà, on décide de l'offrir parce que pour nous, c'est pas qu'elle ne méritait pas d'être payante, loin de là, mais c'est que, comme je te disais, la promesse est différente. Et donc, c'est pour ça qu'on décide de l'offrir. Et pour tous les backers, pour quand même ravir ceux qui sont en pledge de base, parce que évidemment on ne les oublie pas, n'importe quel pledge nous aide, que ce soit de base ou de luxe. Pour les backers de base et de luxe, on propose l'extension Le Dernier Voyage. Et ça en fait c'est le mode hardcore du jeu. Ça débloque le mode hardcore, et ça en fait c'est un mode qui est full coopératif. En gros, tu enlèves les cartes compétitives, donc qui permettent de se titiller, tu rajoutes des nouvelles cartes joueurs coopératifs, tu rajoutes des nouveaux dilemmes, et en fait tu changes pas le but du jeu, parce que c'est toujours le même, c'est d'arriver en vie, mais tu changes la condition de victoire. Et là c'est juste, faut arriver en vie. Et comme c'est un mode full hardcore, il n'y a pas lieu à compétitif, parce qu'en fait tu détruis le jeu si t'es en compétitif. Et en gros, ce mode-là, Le Dernier Voyage, narrativement il ajoute de nouvelles choses, parce qu'on a des nouveaux dilemmes, etc. Et surtout, il ajoute une nouvelle expérience, et ça te permet de te dire, ok, ce soir, je vais jouer avec des gens avec qui je sens que le semi-coop, c'est compliqué, parce que je peux pas trop m'engueuler avec. Je mets le mode coopératif, je sors Le Dernier Voyage, et on fait un truc full coopératif, et on se régale, et on survit ensemble. Par contre, si tu te dis, bah là, j'ai envie qu'on se mette des bâtons dans les roues, et je suis avec mes meilleurs potes, et j'ai envie qu'on se régale aussi, eh ben tu ne sors pas Le Dernier Voyage, mais tu fais le jeu de base, qui est semi-coopératif. Et ça permet en fait de changer l'expérience de jeu. Là aussi, elle est offerte, l'extension. Les 2 extensions sont KS exclusives. Alors, comme on a précisé un peu partout, on se réserve le droit, on le précise en avance, on se réserve le droit un jour potentiellement, avec beaucoup de de la proposer en boutique. C'est s'il y a une énorme demande, mais vraiment une énorme demande, et surtout si les backers ont eu un gros temps d'exploitation de cette extension-là avant le retail. Donc
Déjà, au pire, c'est pas pour tout de suite. Voilà, au Voilà. pire, si un jour ça arrive, et il faut que ça arrive un jour, hein, voilà. Mais si un jour ça devait arriver, ça sera vraiment pas pour tout de suite. Donc il y aura, en plus, elle sera offerte sur KS alors qu'elle sera payante en boutique. Donc voilà, Exactement. c'est pour ça que nous on se disait, c'est cool comme contenu à proposer en campagne parce que c'est du vrai contenu en plus, c'est du vrai ajout de contenu. Hmm. Eh ben moi, ça m'emballe, hein. Ah Bah, cool, bravo, hein. merci. Super projet quand même. Super, super projet. On en est très très fiers Alors, effectivement de ce projet. je, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Rose Noire Édition, est-ce que tu veux nous parler d'autres choses? Il y a d'autres projets qui vont venir ou autres? Moi, j'avais joué l'année dernière avec vous Opel, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, bien sûr. Le mec, le mec qui vous avait pourri le playmat, oui, c'était moi. Oui, Hein. bah oui, oui. Le stylo sur playmat, on s'en souvient. Hein. Eh oui, merci, merci Lutin. D'ailleurs, ce playmat n'est jamais ressorti. Bah, ça m'étonne pas. Et donc, un jeu de skate, Oui, voilà, qui devrait sortir direct en boutique, hein, je crois. oui, c'est vrai qu'on avait joué à ça ensemble. À l'époque, ça s'appelait Ouais. Ready to Ride, d'ailleurs, à l'époque. Maintenant, ça Oui. s'appelle Skate Legend. Il faut savoir que le jeu que tu as testé n'a plus rien à voir. Vraiment, Ah ouais. le jeu a été cassé de bout en bout et reconstruit après parce qu'on n'était pas du tout fiers de ce qu'on proposait. À l'époque, c'était Anthony Perron qui était l'auteur du jeu. Et aujourd'hui, en fait, en décembre, un truc comme ça, il y a Corentin Lebras qui a rejoint l'aventure en co-auteur. Donc maintenant, on a 2 co-auteurs sur le projet, Anthony Perron toujours et Corentin Lebras. Parce qu'en fait, c'est un projet qui est là depuis très longtemps, qu'on fait beaucoup évoluer. On sent qu'il y a un truc, mais à chaque fois, on bloquait sur des mécaniques, on bloquait sur des détails. Il y avait toujours un truc qui allait pas. On est aussi très exigeant sur nos projets. Et donc, Corentin est venu ajouter un truc un peu neuf, comme il connaissait pas le projet, c'était un truc un peu frais. C'est Anthony qui nous a dit en fait, bah écoutez, j'aimerais bien amener quelqu'un d'autre sur le projet pour essayer de débloquer des trucs et pour voir si à 2 ça peut mieux fonctionner. Donc c'est pour ça que Corentin Lebras a rejoint l'aventure et qui a fait un boulot formidable sur le jeu. Donc ça s'appelle Skate Legend. Ça sort cet été en boutique. Voilà, de base on avait dit juin, ça sera à voir avec la production forcément. Comme on est les rois du timing, en fait on a terminé les fichiers en même temps que la campagne de Transperce Neige. Donc ça veut dire qu'en termes de planning, il faut jongler. Donc voilà, on avait dit juin, c'est pas garanti, mais en tout cas ça sera cet été. Voilà, parce que c'est un petit jeu d'été très sympa, c'est party game, le truc très rapide. En fait, je te fais le pitch de base rapidement. T'as la Skate Legend qui prend sa retraite et qui dit ok, j'organise un tournoi et en fait on va élire la nouvelle Skate Legend qui va prendre ma succession parce qu'il faut voilà, j'ai besoin de désigner quelqu'un qui va me succéder au top du top des skaters. Et donc en fait autour de la table tous les joueurs incarnent des skaters qui participent à la compétition et le but c'est de gagner la partie, donc gagner la compète pour devenir la nouvelle Skate Legend. Et donc c'est plutôt cool, ça tourne très bien, c'est rapide, c'est du stop ou encore. Et voilà, ça c'est le prochain projet qui arrive. Voilà. C'était du stop ou encore avec justement t'essayer de maximiser tes tricks pour faire le plus de points possible. Exactement, Ouais, c'est toujours la même promesse. Là ce que tu dis en fait c'est toujours la même chose. Mais c'est juste qu'en termes de gameplay, ça a complètement été changé la façon dont on gère le stop ou encore et dont on combine les cartes, parce que c'est aussi un jeu de combinaison de cartes. Donc ça a complètement changé. À l'occasion, avec plaisir pour te le refaire essayer. Bah oui. Et puis voilà, ça sort cet été. Si t'es au PLL, on y sera et on aura Skate Legend. Peut-être que je serai Opel, effectivement. Et puis c'est bien parce que les deux jeux se combinent. T'en as un pour le début de soirée, et après t'enchaînes avec Transperce Neige. Exactement. Comme Transperce Neige, en plus, il prend du temps. C'est un jeu qui prend du temps. Skate Legend, ça permet de bien embrayer au début, c'est cool. Alors Transperce Neige, ça prend du temps. Moi, j'avais très peur de ça, de la durée de partie, parce que j'ai jamais bossé sur un jeu aussi long, tu vois. Et j'avais très peur de ça. Et en fait, dans tous les retours que j'ai, c'est bon, ben on n'a pas senti le temps passer. Et du coup, je suis ultra fier de ce retour là parce que je me dis bah en fait la promesse elle fonctionne, c'est que c'est un jeu où tu vois pas le temps passer alors que tu peux aller jusqu'à 3 voire 4 heures de jeu si t'as des gens qui parlent beaucoup autour de la table et en fait tu vois vraiment pas le temps. C'est le but, tu vas avoir de la négoce, tu vas avoir des traîtrises, tu vas avoir des engueulades peut-être. Beaucoup. Forcément. Personne ne l'aime ce wagon doré. Tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde veut prendre sa place. Pour ne pas citer Nagui, évidemment, tout le monde veut prendre sa place. Oh oui, j'y pensais pas, c'est vrai. Oui. Et ouais, effectivement, tu auras beaucoup de discussions autour de la table. En fait, les échanges et la négociation, c'est une partie qui est super importante dans le jeu. Et c'est la partie que nous, on a voulu mettre en avant parce que c'est ce qui donne vraiment l'atmosphère autour de la table et qui te fait ressentir dans le Transperce Neige. Eh ben merci, c'est un beau point de vue que tu nous as présenté là, ça donne envie. Et moi j'avais ma petite question aussi, une petite question pour toi parce que on te connaît pas sur la chaîne. Dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es. Alors c'est quoi ton jeu préféré? Alors mon jeu préféré, la réponse va peut-être étonner, effectivement. Il faut savoir que moi en fait je ne joue pas aux jeux de société.
Donc déjà, je pose les Ah bah attends, je coupe là. Là, je coupe. Non, non, effectivement. En fait, moi, je suis pas un gros joueur de jeux de société. J'adore en créer. Je prends un énorme plaisir à en créer Ah. et à découvrir l'industrie. Mais en tant que joueur, en fait, je suis pas consommateur de jeux de société de base. Moi, c'est très, très jeux vidéo. Et donc, bah, je ne sais pas si on t'a déjà fait ça, mais je vais en jeu préféré. Si tu veux, je te donne deux réponses. La réponse jeu de société et la réponse jeu vidéo. Oh, mais Si tu veux. vas-y. Alors, Vas-y. réponse jeu vidéo, parce que mon jeu préféré, moi, ce sera un jeu vidéo, du coup, ce sera pas un jeu de société. Euh, alors, c'est bizarre parce que j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, parce que je suis un gros fan de jeux vidéo. Je vais Si pas tu me parles de Gears... Si tu me parles Oui. de Gears of War, le jeu de plateau, et que tu l'as chez toi, je viens de dévaliser. Hein. Je te Alors, préviens. non, désolé, c'est pas Gears of War. J'ai malheureusement Bon, ça pas va. eu le bonheur d'être bercé à Gears of War. Par contre, en termes de jeux vidéo, ça se mélange, ça se partage. Je te dirais Dishonored, je pense. Donc, il y a un jeu d'Arkane Studio, qui est un studio lyonnais, qui font un boulot formidable. En fait, je pourrais te citer tous les jeux d'Arkane en jeu préféré, parce que je suis fan incontesté de leur boulot. Et récemment, ça se partage avec un autre jeu qui est Red Dead Redemption 2. Redemption, si on veut être américain. Redemption. Et, Ah oui, prépare-toi. oui, Prépare-toi oui, avec c'est ton vrai accent. qu'il faut que je me prépare avec l'accent. Yes, Snowpiercer, yes. Et du coup, ça se partage avec ce jeu-là parce que là, il y a quelques jours, j'en suis à 500 heures de jeu. Donc voilà, ça se partage effectivement. Ça ferait partie de mes jeux préférés. Tu arrives à faire une campagne KS et faire 500 heures de jeu sur un jeu en Alors, même temps? alors, Bravo. ça fait 2 ans que j'y joue à Red Dead. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'y joue. Donc voilà. Depuis la campagne, j'y joue effectivement beaucoup moins. J'ai beaucoup moins le temps d'y jouer. Mais c'est pas grave parce que c'est aussi formidable de s'occuper de la campagne et de voir les retours des gens qui sont très très positifs. Ça fait chaud au cœur. Donc effectivement, j'ai moins le temps d'y jouer. Mais en fait, je viens à peine de terminer le jeu. Et c'est ça qui est fou. Au bout de 500 heures, je viens à peine. Alors terminer Au bout de l'histoire. 500 heures. Pas le jeu, l'histoire. Oui, L'histoire principale. Et ça, il y a c'est toujours dingue. quelque chose à faire. Et ça, oui, il y a toujours quelque chose à faire. Ça, c'est dingue. J'en suis à 90% à peu près du jeu. Donc après la campagne, on se prend un petit peu de repos parce qu'il faut quand même un petit peu dormir. Et je pense que là, je vais débloquer ces 100% parce que je n'en peux plus. Et si tu veux la réponse jeu de société, du coup, Oui. je pense que ça serait Subterra, mon jeu de société préféré. Ah oui. Ouais. Je sais pas si cette réponse sort beaucoup, mais pour moi, Subterra, c'est un jeu qui amène beaucoup de choses intéressantes, une vraie tension autour de la table. Ouais, je sais pas si tu l'as derrière toi. Il est Ah bah quelque attends. part. Attention. Ah ouais, vas-y. Ah, Et voilà. magnifique. Magnifique. Et en plus, t'as le 2. J'ai pas encore le 2, ouais. Moi, j'ai pas encore le 2. Mais je pense que je Ah bah, et resterai- comme ça me permet de faire de l'autopromo. Si tu veux voir, t'as une vidéo de moi en solo sur Subterra 2. Sur la Eh chaîne. ben voilà. Donc voilà. Eh bien, allez tous regarder la vidéo de Lutin sur Subterra 2. Allez-y, foncez voir son avis dessus. Donc effectivement, c'est Subterra parce que je trouve que les propositions sont folles dans le jeu et que la coopération, elle est dingue, quoi. En fait, t'as des engueulades alors que c'est un jeu de coopération. Tu vois, moi, je trouve ça dingue. Mais pourquoi t'as fait ça? Ouais, alors, ça C'est dépend ça. parce que soit t'as les engueulades et tout le monde joue en coop, soit Oui. parfois bah, t'as quelqu'un qui essaye de diriger tout le monde et là c'est un petit peu voilà, comme tous les jeux de ce style-là, Oui, tous c'est les ça. jeux coopératifs. Exactement, T'as- l'effet leader, ouais, l'effet leader qui est L'effet compliqué dans leader. les jeux. Moi généralement autour des tables, quand je joue, j'ai pas trop cet effet-là, donc c'est plutôt cool. Alors généralement je l'ai quand je fais découvrir le jeu à des personnes. Je le prends un peu naturellement parce qu'en même temps je leur explique les mécaniques et ce qu'il faut un peu faire, mais au bout de quelques tours en fait ça s'équilibre autour de la table. Mais sinon, ouais, je trouve que ce jeu il est formidable parce que il amène une vraie notion de survie. En fait, tu te sens dans la caverne. T'as cette ambiance-là. Le paquet de la torche qui se dévoile au fur et à mesure, c'est une idée géniale, ce contour. On s'en est inspiré sur Transpersonnage un peu indirectement. En fait, on s'en est rendu compte après coup, mais je pense que Subterra nous a influencé indirectement là-dessus. C'est que dans le jeu, t'as des cartes dilemme. Et en fait, à chaque tour, tu résous une carte dilemme. Et du coup, ça te sert de contour. Et à la fin du paquet dilemme, tu as la carte épidémie qui sort. Et en fait, la carte épidémie, c'est pas une fin de partie. C'est juste un truc qui va te dire bon, bah maintenant, vous allez tous crever petit à petit. Donc, débrouillez-vous. Soit vous arrivez à l'abri et donc vous survivez, soit vous crevez. Et ça rappelle un peu Subterra avec la dernière torche qui est Exactement. éteinte. Voilà, exactement. Le paquet événement avec la lampe torche effectivement à la fin ouais, qui est C'est ça. cassée, tu peux te faire embarquer par des petits monstres. Ouais, Oui, mais exactement. ce principe je l'ai déjà vu dans un autre jeu, je sais plus lequel, mais de toute façon on est tous influencés par tous les jeux qu'on voit, il y a C'est tellement ça. de jeux, voilà. C'est ça. Voilà.
c'est normal que les bonnes idées soient reprises. Voilà, Ah, c'est ce que je cherchais à complètement. dire. Voilà, tout simplement. Complètement. Donc voilà, bah, je te remercie pour cette petite interview que je pensais petite et finalement tu vois on a parlé longtemps je pense, j'ai pas regardé mais J'ai ça va faire... j'ai pas regardé non plus. Alors, j'ai le timer, Ah on est mais à quand, 50 minutes là. C'est pas mal. voilà, mais quand c'est intéressant il n'y a pas de problème de toute façon donc voilà. On aime Et puis c'est discuter, pour la donc c'est bonne cause, parfait. c'est pour Transpersonnage et c'est pour un super projet que je trouve avec la BD du coup que j'ai ressorti et que j'ai recommencé à lire ces 2 soirs-là, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu, franchement une petite merveille et je suis content parce que ce que vous proposez, je le répète, je me retrouve complètement dans la BD. C'est vrai que ça va vraiment être une continuité sur la table. Je vous en remercie, je remercie Rose Noire Édition, je te remercie Maxime, je Merci à toi. remercie l'autre, je te remercie aussi Maxime Artru parce que bon bah il n'est pas forcément disponible et si j'ai bien compris il est avec un 33K ou quelque chose comme ça, il est avec un vieux modem, apparemment ça connecte, c'est pas forcément toujours facile. Ouais, c'est un peu ça. Il a pas mal de soucis. Il a changé de taf récemment, il a déménagé, donc il y a plein de trucs qui font que malheureusement pour cette campagne, il n'était pas le plus dispo. Mais on Ouais, l'embrasse voilà. évidemment et il suit. Il écoute. Et en fait, il lit tous les commentaires, il suit tout ce qui se passe. Il n'est pas forcément présent pour communiquer, mais il écoute tout. Voilà, Ouais, bah, on se verra au PEL ou ailleurs. exactement. Si j'ai cette chance. Voilà. Bon allez, bah, je te remercie Maxime. Merci à tout le monde d'avoir vu cette petite interview, entretien, on va dire, sur Transpersonnage qui est actuellement encore sur Kickstarter dans la semaine qui vient. Donc n'hésitez pas, allez vous renseigner, il y a plein d'autres vidéos, vous trouverez plein de petites interviews. Il y a une partie de jeu qui a été mise aussi sur les réseaux, je crois. Oui, C'est c'est avec... ça. donc n'hésitez pas, ça fera un complément d'information pour aller voir. Voilà, je te remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit commentaire, à discuter. Je relayerai à Maxime qui peut-être viendra répondre directement. Et Avec puis grand ben, je vous plaisir. dis ben, voilà, à la prochaine sur la chaîne. Ciao Maxime, merci pour tout. Merci Salut. à toi. Merci, salut tout le monde.